Bonjour, bienvenue au cours en ligne Land Matters. Je m'appelle Lindsay Stringer et je vais vous parler du module 1 qui s'intéresse aux défis liés à l'intégration de la dégradation des terres et des sols dans les politiques, aussi bien d'un point de vue théorique que pratique. Je travaille à l'Université de Leeds, au Royaume-Uni, dans l'Institut de recherche sur la durabilité. Mes recherches portent principalement sur les problèmes de dégradation des terres. Je suis passionnée par mes recherches. Elles ne prennent pas juste la poussière sur une étagère, mais je les apporte sur le terrain aux personnes qui peuvent y trouver une utilité, principalement les décideurs politiques. Dans ce module, nous allons aborder 3 objectifs d'apprentissage. D'abord, nous allons voir pourquoi les sols sont importants pour de multiples secteurs politiques et nous nous intéresserons à certaines incitations visant à intégrer les problèmes de sol dans les programmes nationaux des décideurs. Ce n'est pas toujours simple et il y a toujours des intérêts contraires. Nous nous pencherons donc aussi sur certains d'entre eux. Nous voulons améliorer la sensibilisation aux obstacles et défis qui se présentent lorsqu'on essaye d'attirer l'attention des décideurs sur la dégradation des sols. Mais tout n'est pas noir. Vers la fin, nous verrons comment surmonter certains de ces défis. Commençons par une question qui paraît évidente. Les terres et les sols, qu'est-ce que c'est? Est-ce la même chose? Sont-ils différents? Commençons par les terres. Les terres sont essentielles à la vie sur Terre. Elles nous apportent de la nourriture, de l'eau, des fibres, de l'énergie. Toute une série de choses différentes. Mais les terres n'apportent pas que des choses matérielles. Elles nous aident à gérer des catastrophes telles que des inondations et des sécheresses et elles favorisent les processus de formation du sol ainsi que le recyclage des éléments nutritifs. Les terres offrent aussi des opportunités en termes d'activités sociales et culturelles et favorisent notre bien-être psychologique. De plus en plus, des études montrent qu'être dehors dans la nature, en forêt ou dans des espaces ouverts nous aide à nous sentir mieux. Ça, c'était pour les terres. Les sols, eux, ne sont qu'une composante de la Terre et on les trouve dans les zones terrestres de la planète avec l'eau, la végétation et les animaux. Globalement, nous aimons à penser que les terres sont là pour nous soutenir indéfiniment, mais en réalité, elles subissent toute une série de pressions diverses. Les terres comptent vraiment. Si l'on y regarde de plus près, un tiers de la surface terrestre de la Terre est dégradée, et cela affecte plus de 2,6 milliards de personnes dans le monde. La dégradation des terres, bien qu'elle ait lieu dans un seul endroit quelque part sur la planète, impacte toute la biosphère. Quand on y pense, les processus tels que l'érosion, la salinisation et le compactage des sols réduisent la capacité des sols à réguler l'eau. La perte de biomasse due au défrichement de la végétation et à l'érosion des sols produit également des gaz à effet de serre qui peuvent pénétrer dans l'atmosphère et aussi empirer les processus du changement climatique. Encore une fois, les terres comptent vraiment et cela exige des décideurs de différents secteurs d'être conscients de la qualité des terres et des sols parce que si elles diminuent, ils doivent pouvoir prendre des mesures pour gérer ce problème. Comment les décideurs peuvent-ils soutenir les populations humaines croissantes avec de plus en plus de bouches à nourrir et les demandes multiples que nous exigeons des terres sans causer davantage de dégradation? C'est l'enjeu qui est véritablement au cœur de la raison pour laquelle les décideurs devraient s'intéresser au sol. Lorsque je parle de décideurs, je ne pense pas seulement aux décideurs au niveau national, même si les décideurs nationaux dans des secteurs aussi variés que l'agriculture, l'eau, l'énergie, la foresterie, la santé, l'éducation, l'infrastructure, les transports et le développement sont tous concernés par les terres. Mais l'agenda politique international fait aussi avancer les choses. Et on voit que les terres ont acquis davantage de popularité sur l'agenda politique depuis les années 90. En 1994, un accord mondial intitulé la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, CLD, fut développé. Cet accord avait été réclamé par les pays, en particulier en Afrique, notamment dans les parties arides du monde où l'eau est particulièrement rare. Ces pays estimaient qu'on ignorait les problèmes de terre et que cela affectait réellement leur capacité à se développer. Désormais, des centaines de pays ont signé la CLD et celle-ci jouit d'un large soutien dans le monde entier.
L'événement notable suivant, qui a vraiment placé le sujet des terres sous les feux des projecteurs politiques, eut lieu en 2005. À ce stade, l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire fut publiée. Elle s'intéressait à l'état des écosystèmes du monde, y compris les zones terrestres et les terres sèches, ainsi qu'aux changements en cours et à ce que cela signifiait pour la capacité des gens à tirer profit des terres. Certaines conclusions accablantes furent tirées et ouvrirent réellement les yeux des décideurs quand ils se rendirent compte que la biodiversité et les services écosystémiques étaient en train de diminuer et que les enfants des générations futures étaient beaucoup moins susceptibles de bénéficier des mêmes avantages des écosystèmes que les générations actuelles. En 2006, les Nations Unies déclarèrent 2006 l'année internationale des déserts et de la désertification, ce qui, encore une fois, permit d'accroître la sensibilisation et permit aux pays d'entreprendre des activités visant à placer les terres sous les feux de la rampe. Certains pays émirent des timbres commémoratifs, d'autres organisèrent des festivals culturels, de danse ou de cinéma afin de vraiment sensibiliser les gens au désert et à la désertification, ainsi qu'aux problèmes de dégradation auxquels les terres sèches sont exposées. En raison du succès de l'année internationale des déserts et de la désertification, l'ONU déclara par la suite que la décennie de 2010 à 2020 allait être une décennie des Nations Unies des déserts et de la désertification, maintenant ainsi cet élan et cette campagne de sensibilisation. Toutes ces activités, tous ces événements permettent de renforcer la visibilité des enjeux liés à la Terre à l'échelle mondiale. Si on avance jusqu'en 2015, on s'aperçoit que les choses ont vraiment évolué. En 2015, eut lieu la publication d'un rapport intitulé « La valeur des terres ». Ce rapport fut développé par l'initiative The Economics of Land Degradation et attira l'attention sur la nécessité d'agir et sur les coûts de la dégradation des terres. De plus, il montra aux décideurs quelle occasion ils allaient manquer s'ils n'agissaient pas immédiatement pour résoudre le problème de la dégradation. Aussi bien les coûts des actions particulières que les coûts de l'inaction furent donc pris en compte. En même temps, 2015 était l'année internationale des sols. De nombreuses activités dans le monde entier attirèrent donc l'attention sur la composante de la Terre qu'est le sol. Enfin, 2015 vit la conclusion de l'accord sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Ces objectifs furent conclus en septembre 2015 et les pays signèrent 17 objectifs qui, si on s'y attelle, peuvent selon eux nous faire progresser vers un avenir beaucoup plus durable. Les problèmes des terres y occupent également une place importante. Pour finir, et plus récemment, en mars 2018 en Colombie, l'Assemblée plénière de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, se réunit pour approuver un rapport, une évaluation globale de la dégradation, mais aussi de la restauration des terres. Elle s'intéresse à l'état des terres du monde ainsi qu'à la manière dont elles peuvent être évaluées, restaurées et améliorées si elles sont dégradées. Toutes ces activités, de 2014 à 2018, montrent à quel point les responsables politiques se préoccupent davantage des problèmes liés aux terres. Cela a lieu au niveau international au même titre que la campagne de sensibilisation, mais toutes les activités ont lieu au niveau national. Les décideurs nationaux sont donc, eux aussi, plus au courant de l'importance des terres. J'ai mentionné les objectifs de développement durable et il y a un objectif en particulier qui est susceptible d'intéresser les personnes qui s'intéressent aux problèmes de terre, c'est l'objectif 15, la vie terrestre. L'objectif 15 vise à protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, à gérer durablement les forêts, combattre la désertification, mettre un terme et renverser le processus de dégradation des terres et à arrêter la perte de biodiversité. Chaque objectif de développement durable contient des cibles nous permettant d'évaluer ces cibles pour vérifier que nous sommes sur la bonne voie et que nous progressons dans la bonne direction. La cible 15.3 vise à, d'ici 2030, combattre la désertification, restaurer les terres et les sols dégradés, y compris les terres affectées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et à s'efforcer d'atteindre un monde exempt de dégradation des terres. Le mot terre y apparaît de nombreuses fois, ce
qui montre que les problèmes de terre figurent bel et bien sur l'agenda politique mondial. Ce concept de monde exempt de dégradation des terres sera abordé lors d'une prochaine séance de ce cours en ligne, mais je vais vous expliquer brièvement de quoi il s'agit. L'idée de neutralité en matière de dégradation des terres admet que la dégradation des terres va continuer dans certaines parties du monde et donc que l'état de ces terres va continuer de se dégrader, mais que pour compenser cela, elle réalise qu'il y a déjà des zones dégradées pouvant être remises en culture, restaurées et réhabilitées. Cela permet de niveler le tout avec pour conséquence un taux net nul de dégradation des terres au total. Cela indique donc au pays la marche à suivre pour s'engager à restaurer certaines terres, pour compenser ou pour neutraliser la dégradation anticipée par ces pays. Encore une fois, le concept de neutralité en matière de dégradation des terres a eu une incidence notable au sein de la communauté politique parce que pour la première fois, il a fourni une sorte de mesure ou d'objectif d'aspiration aux décideurs. Bien que nous ayons une plus grande prise de conscience au niveau international, un certain nombre de défis subsistent dans l'intégration des problèmes liés à la dégradation des terres et des sols dans les politiques et les décisions nationales. Ces défis sont liés à une combinaison d'obstacles se chevauchant, dont les détails varient en fonction du contexte des pays que vous prenez en considération. Pourtant, en général, ces types d'obstacles peuvent être politiques et institutionnels. Il peut s'agir d'obstacles en termes de capacité et de ressources, d'obstacles sociaux ou culturels ou des obstacles juridiques ou réglementaires. Maintenant, je vais vous présenter quelques exemples de ces différents obstacles. Au bout du compte, ils sont tous étroitement liés et il est vraiment difficile de les placer dans l'une de ces catégories, mais les catégories peuvent vous aider à réfléchir aux obstacles dans vos pays respectifs et à la façon dont ils peuvent être surmontés parce que, au moins, si vous savez à quelle catégorie ils appartiennent, vous pouvez réfléchir aux actions visant précisément ces catégories. Commençons par certains obstacles politiques et institutionnels et les obstacles en termes de capacité et de ressources. Ces obstacles vont souvent de pair parce qu'un engagement politique est nécessaire pour ensuite recevoir des ressources pour investir dans les enjeux liés aux terres et aux sols. Le premier exemple porte sur le manque de connaissances sur la manière de traiter de nouveaux concepts tels que la neutralité en matière de dégradation des terres. Ce concept a été développé dans le cadre des ODD. C'est une chose sur laquelle on s'est mis d'accord au niveau international et cela doit être appliqué, mesuré et évalué au niveau national. Comme je l'ai dit, la neutralité en matière de dégradation des terres admet que certaines terres vont continuer à se dégrader, mais elle sait que toute dégradation actuelle et anticipée doit être compensée par des efforts afin d'éviter de réduire et de renverser le processus de dégradation sur une base comparable. Cela veut dire qu'on ne peut pas juste aller dégrader une forêt et restaurer une prairie. Si on a l'intention de dégrader une forêt, alors pour atteindre cet équilibre, on doit restaurer une zone forestière. La CLD a une interface sciences politiques, ISP, composée de plusieurs scientifiques et décideurs politiques qui se réunissent pour étudier le type d'informations dont les décideurs ont besoin. L'interface sciences politiques a développé un cadre conceptuel pour la neutralité en termes de dégradation des terres et ce cadre peut aider les décideurs à comprendre ce qu'est la neutralité en matière de dégradation des terres et quelles mesures peuvent être prises. Comme je l'ai dit, la neutralité en matière de dégradation des terres sera abordée plus en détail dans le prochain module, mais je voulais la mentionner ici parce que les obstacles en termes de capacité et de ressources sont souvent liés aux obstacles politiques et institutionnels. Les décideurs n'investiront pas dans la neutralité en matière de dégradation des terres tant qu'ils ne sauront pas ce que c'est et comment y parvenir. Le deuxième exemple que nous abordons est relié à la volonté politique. Qui va prendre la responsabilité? Si on regarde autour de nous, le paysage est complexe. Il y a toute une série d'intérêts différents et contraires. Certaines personnes veulent que la dégradation des terres figure sur l'agenda décisionnel, d'autres non. Comme nous l'avons déjà mentionné, les attributions et responsabilités liées aux terres et aux sols incombent à différents ministères et départements. Par conséquent, il leur est difficile d'éviter les conflits et les contradictions. Un département ou ministère a par exemple une certaine politique dans le domaine de la foresterie, alors qu'un autre s'occupe de l'environnement de manière plus générale. Mais parfois, les décisions prises dans un secteur ou département peuvent entraver les efforts de celles prises dans un autre, donc tout se complique.
En réalité, cela exige du leadership, mais aussi une coordination solide entre tous les différents groupes pertinents afin d'équilibrer les besoins et les priorités de toutes les parties impliquées. Il n'est pas rare que les médias, le secteur privé et d'autres parties jouent le rôle d'alliés utiles, surtout lorsqu'il s'agit de sensibiliser, de fournir des informations au public sur ces types de problèmes et d'encourager l'action politique. En même temps, ces groupes peuvent aussi agir comme des obstacles à l'intégration des problèmes liés aux terres et au sol dans les politiques, en particulier si cette intégration remet déjà en cause des intérêts politiques et économiques établis. C'est quelque chose qui n'est pas nettement défini. Il y a un besoin, mais différentes parties prenantes ont un intérêt différent, que ces problèmes de terre et de sol soient incorporés et intégrés dans la prise de décision ou non. Quant à la manière dont cela coïncide avec les obstacles dont nous avons parlé plus tôt, cela concerne aussi bien les obstacles politiques et institutionnels que ceux en matière de capacité et de ressources, ainsi que les obstacles juridiques et réglementaires. En guise de troisième exemple, pensons au déficit de connaissances, d'outils, de données et d'informations. Là encore, cela concerne aussi bien les obstacles en termes de capacité et de ressources que les obstacles sociaux et culturels. Souvent, il existe de nombreuses informations concernant l'état des sols du monde, mais ce qui compte, c'est que ces informations atteignent les bonnes personnes. Il n'est pas rare qu'il y ait un décalage entre la fourniture d'informations et la demande d'informations. Parfois, les informations ne sont pas données en temps voulu ou dans le bon format et assez souvent, on ne sait pas exactement quelles informations circulent. Il y a un manque de collaboration et de partage de connaissances et d'informations entre différents départements, mais aussi entre différents pays. Le fait que les types d'écosystèmes que nous essayons de gérer traversent souvent les frontières nationales complique encore plus les choses, donc il est nécessaire de mobiliser de nombreux pays si on souhaite gérer convenablement un écosystème particulier. L'échelle des connaissances et des données disponibles ne convient pas toujours à l'échelle des informations dont ont besoin les décideurs pour prendre leurs décisions. Il y a également souvent des problèmes de réseautage social. On compte souvent sur ses contacts personnels pour canaliser les connaissances et les données relatives aux terres et aux sols dans les politiques. Des réseaux sont développés et il se peut que vous saviez à qui parler au sein de l'autre ministère, mais les gens changent d'emploi, passent à autre chose et ces réseaux sont brisés ou interrompus, ce qui peut rendre le tout difficile. Il arrive aussi souvent que des possibilités de formation importantes soient fournies à des personnes au sein d'un même département, mais ces personnes participent à leur formation, apprennent les connaissances et informations des techniques et outils existants et une fois le cours terminé, elles ne partagent pas ces connaissances avec leur département. Il n'y a donc pas toujours de mécanisme en place pour que ces connaissances aient des répercussions au-delà de la formation initiale. Pour terminer, il y a de nombreuses connaissances que nous avons tendance à sous-estimer. Les connaissances locales et autochtones détenues par les personnes qui gèrent nos terres et nos sols depuis des décennies, voire des siècles, sont souvent négligées ou sous-estimées dans les politiques. Bien souvent, nous ignorons ces connaissances même si des personnes ont développé des solutions fructueuses, par exemple pour arrêter l'érosion des sols ou collecter de l'eau avec succès. Nous devons donc exploiter ces connaissances, trouver le moyen de les multiplier et de les répandre. La politique peut aider à faire cela car elle doit fournir des solutions et beaucoup de ces solutions existent déjà et nous crèvent les yeux. Il s'agit donc juste de voir comment au mieux les exploiter. Alors qu'ont besoin de savoir les décideurs ? Pour faire face à certains déficits de connaissances, d'outils, de données et d'informations, il existe différentes mesures simples que les chercheurs et autres parties peuvent prendre. L'essentiel est que l'offre réponde aux besoins d'information à la demande d'information. Les recherches ont montré que les informations devaient avoir 4 caractéristiques. 1. Elles doivent être disponibles, elles doivent être visibles, les gens ont besoin de savoir qu'elles sont disponibles. 2. Elles doivent être accessibles et donc disponibles dans des formats que les gens peuvent comprendre, mais auxquels les décideurs peuvent également accéder. Ils ne sont pas forcément abonnés à des revues scientifiques coûteuses et ce serait donc un obstacle en termes d'accessibilité. 3. Elles doivent aussi être compatibles avec les processus politiques. Fournir des informations un jour après que l'examen d'une politique a eu lieu ne sert donc à rien. 4. Enfin, elles doivent aussi être compatibles en termes des types de langage utilisés.
Mais la compatibilité en termes de langage implique rarement de commencer par les points négatifs, mais par les points positifs. Il faut commencer par les points forts. Dites aux décideurs ce qu'ils font déjà et qui fonctionne, et dites-leur ensuite comment les choses pourraient être améliorées davantage. Personne n'apprécie les critiques qui commencent et finissent par des points négatifs. Les gens ont besoin de pistes positives pour prendre appui sur les travaux qu'ils ont déjà accomplis. Globalement, il y a 4 choses que vous pouvez faire. Nous les avons présentées pour vous sous forme de puzzle. La première chose à faire pour que vos recherches soient prises au sérieux par les décideurs est d'identifier qui sont les décideurs, quels sont leurs besoins en information et quelles sont les lacunes en matière de connaissances auxquelles ils font face. En même temps, mêlez les décideurs au processus du plan de recherche. Ils peuvent vous aider à identifier les questions auxquelles ils doivent répondre et puis, vous pouvez aussi discuter avec eux de ce qui, selon vous, est faisable. Vous devez chercher des opportunités en matière de politique. Les décideurs ne vont pas frapper à votre porte et dire « Bonjour, pouvez-vous me donner des informations sur les sols ?» Vous devez aller vers eux. Par chercher des opportunités en matière de politique, je veux dire s'assurer que vous regardiez vers l'avenir, que vous scrutiez l'horizon, que vous cherchiez des événements clés à venir où vous pouvez aller et rencontrer des décideurs. Vous savez par exemple quand un nouveau budget est dû. Vous savez quand les choses vont avoir lieu. Vous savez quand il y a un cycle électoral. Saisissez donc ces opportunités afin de fournir une plateforme plus visible pour votre travail. Enfin, il vous faut diffuser et communiquer judicieusement les résultats de vos recherches. Cela vaut pour tous les secteurs, que vous travaillez dans une ONG, à l'université ou que vous soyez basé sur le terrain, vous aurez votre propre manière de diffuser les informations de façon judicieuse. Réfléchissez donc à la manière dont vous pouvez le faire efficacement, mais aussi comment vous pouvez attirer l'attention des décideurs lors de ce processus. Les notes de politique sont une façon de communiquer des processus et des résultats de recherche qui ciblent ces qualités d'accessibilité et de visibilité. Quand vous développez une note de politique, la clarté et la concision sont vitales. Vous devez présenter les preuves qui appuient vos recommandations et les rendre disponibles sous une forme connue de l'audience politique. Vous devez présenter un processus à travers lequel vos recommandations peuvent être appliquées. Autrement dit, donner aux décideurs une liste de tâches. Et vous devez formuler des options et responsabilités. Que peut-on faire? Que doit-on faire? Qui doit le faire? Quand? Lors d'une prochaine séance, je vous présenterai un guide pratique sur comment développer vous-même des notes de politique parce que l'une des activités de ce cours en ligne consiste à vous guider lorsque vous développez des notes de politique afin que vous puissiez combattre vos problèmes de sol chez vous et que vous les rendiez plus visibles lors du processus décisionnel politique. Pour conclure, j'espère que ce dont nous avons parlé durant cette séance vous a démontré que les terres et les sols sont des enjeux véritablement transversaux et qu'ils couvrent un large éventail de secteurs, mais aussi de décideurs et de responsables politiques avec leurs intérêts respectifs à travers des différentes échelles du niveau international au niveau local. De nombreux groupes différents s'intéressent aux terres et aux sols, mais leurs intérêts ne s'épaulent pas toujours mutuellement. Les obstacles politiques et institutionnels, les obstacles en termes de capacité et de ressources, les obstacles sociaux et culturels et les obstacles juridiques et réglementaires peuvent réduire les chances des problèmes liés au sol à atteindre les décideurs. Si les décideurs ne sont pas conscients de ces problèmes, alors ces derniers ne peuvent pas être intégrés dans les politiques. Il y a également un manque de connaissances, d'outils, de données et d'informations, mais tout n'est pas une cause perdue. Il y a des choses que nous pouvons faire en tant que chercheurs, ONG, travailleurs de terrain et autres groupes. Nous pouvons cibler la disponibilité, la visibilité, l'accessibilité et la compatibilité des informations en nous faisant entendre des décideurs. Ce faisant, nous pouvons changer la donne au regard de ce qui atteint les politiques et des genres de solutions qui sont ensuite mises en œuvre. Concernant les tâches suivant cette présentation, j'aimerais que vous réfléchissiez, avant la prochaine séance, à plusieurs choses relatives au contenu de ma présentation. Pensez à identifier l'importance des terres et des sols à travers de multiples secteurs politiques dans votre cas contextuel. Quels sont les secteurs les plus importants? Lesquels comptent et pourquoi? Quels sont les obstacles et les défis dans votre domaine lorsqu'il s'agit d'attirer l'attention des décideurs sur la dégradation des sols?
Discutez avec d'autres participants de ce cours en ligne. Regardez si leurs réponses sont les mêmes que les vôtres ou s'il y a une grande diversité dans différents domaines. Pensez aussi à votre cas à vous. Quels sont les bénéfices résultant de l'intégration des problèmes de sol dans le programme national? Quels sont les intérêts contraires potentiels? Et comment pouvez-vous vous y prendre pour gérer ces intérêts contraires? Il existe plusieurs références et ressources utiles pouvant vous assister dans votre apprentissage. J'en ai affiché quelques-unes sur l'écran et j'ai essayé d'inclure toute une série de médias différents pour que, avec un peu de chance, il y en ait auxquels vous puissiez accéder et qui suscitent votre intérêt et vous inspirent. Merci d'avoir écouté cette présentation. C'était le module 1 et merci d'avoir rejoint le cours en ligne Land Matters.